Quand on pense à investir en bourse, la plupart des gens pensent presque toujours aux mêmes choses. On pense aux grandes actions connues, à celles qui ont le plus performé et aux noms les plus célèbres comme Apple ou Microsoft. Et en Suisse, c'est souvent la même logique. On pense tout de suite à Nestlé ou à Roche, ou alors on pense directement aux ETF, qui bien sûr sont excellents pour investir de manière simple, diversifiée et efficace. Mais il existe des produits qu'on utilise sans forcément se rendre compte qu'elles sont aussi cotées en bourse. En Suisse, nous avons la chance d'avoir un marché action qui est sous-estimé alors qu'il est en réalité extrêmement solide. Donc dans cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une liste de 5 entreprises suisses dans lesquelles vous ne saviez peut-être pas qu'il était possible d'investir alors que vous connaissiez probablement déjà ou vous utilisez probablement déjà leurs produits. Évidemment, comme toujours, il faut aussi garder une logique de prudence et de faire votre propre recherche avant de faire tout investissement. L'idée de cette vidéo est de vous montrer que derrière des produits très connus, il existe des entreprises cotées dans lesquelles on peut investir. Il faut juste les comprendre. Commençons par quelque chose que tout le monde connaît, surtout en Suisse, le chocolat. Et précisément, c'est Lindt et Sprungly. Je pense que je ne me trompe pas d'imaginer que chaque personne qui regarde cette vidéo a déjà goûté un chocolat de Lindt ou probablement plusieurs chocolats dans leur vie. Fondée en 1845, Lindt est l'une des marques les plus reconnues au monde pour le chocolat et bien sûr pas uniquement en Suisse. Et c'est justement ce qui est intéressant quand on regarde cette entreprise du point de vue d'un investisseur. Parce qu'on ne parle pas juste d'un produit banal, on parle d'une marque forte, ancrée depuis très très longtemps dans l'esprit des consommateurs, même dans l'esprit de Noël ou l'esprit de Pâques et toutes les fêtes, avec un vrai pouvoir de marque et avec une clientèle qui continue d'acheter ces produits, même dans des contextes économiques plus difficiles. Au niveau des chiffres, parce qu'à la fin, c'est une vidéo financière et pas uniquement sur le chocolat, Lindt génère environ 5 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires avec une croissance régulière depuis des décennies. Et ce qui est intéressant avec Lindt, c'est que le chocolat appartient à ce que les économistes appellent parfois le marché du petit plaisir. Autrement dit, dans les périodes difficiles, les consommateurs réduisent certaines dépenses importantes mais continuent souvent à s'offrir des petits plaisirs accessibles. Et c'est précisément dans ce cadre qu'on parle parfois du fameux lipstick effet en finance, cette idée selon laquelle, en période de tension économique, certaines dépenses de confort modeste résistent mieux que d'autres entreprises beaucoup plus cycliques. Et le chocolat n'est pas, bien sûr, un produit de tech à la mode qui peut disparaître en quelques années très facilement. C'est consommé depuis très longtemps avec des habitudes d'achat très ancrées, une forte dimension émotionnelle aussi liée avec la marque de Lindt ou de Sprungly et une présence dans beaucoup de marchés à travers le monde. Dans cette industrie, Lindt n'est pas juste un petit acteur. Notre entreprise suisse est un leader mondial avec des parts du marché de chocolat autour de 20%. Donc, quand on regarde Lindt, on ne regarde pas seulement une entreprise suisse de chocolat, c'est une société qui a un produit simple, mondialement connu, émotionnellement forte, avec une demande très résiliente et avec un positionnement premium aussi dans le marché qui lui permet de protéger ses marges assez bien. Ensuite, deuxième action, et on parle encore d'un produit ou plutôt d'un service que pratiquement tout le monde en Suisse utilise tous les jours, probablement sans même y penser, c'est la connectivité. Le téléphone mobile, Internet à domicile, les appels, les messages, la télévision via Internet, donc Netflix, YouTube, tout ça, les données mobiles, tout ça repose sur des réseaux. Et en Suisse, l'acteur central dans cet univers, c'est Swisscom, l'opérateur historique des communications en Suisse. Swisscom est passé au début d'un modèle centré sur les lignes téléphoniques classiques dans le pays à maintenant un modèle beaucoup plus moderne, tourné vers la data, les infrastructures, la connectivité et plus largement les usages digitaux qui structurent aujourd'hui toute l'économie dans notre pays. Et c'est précisément pour ça que c'est une action intéressante. Parce que quand on pense à la consommation moderne, on ne consomme pas uniquement des objets physiques. On consomme aussi de la connectivité et de la capacité à être relié au monde en permanence. Aujourd'hui, les téléphones consomment toujours plus de data. La télévision passe de plus en plus par Internet avec Netflix, YouTube, Disney, etc. Les appels vidéo sur WhatsApp se multiplient et les services cloud en général explosent. Et bien sûr, on a aussi l'IA qui est de plus en plus utilisée cette année et tout ça va créer plus de demandes et c'est une demande structurellement croissante pour les services de Swisscom. Au niveau des chiffres alors, donc je parle beaucoup de leur succès, mais maintenant si on voit les chiffres en termes d'être leader du marché suisse, ils ont au moins 54% de part du marché sur le mobile en Suisse
Et si on prend un peu de recul sur la performance, Swisscom a eu une performance assez stable avec une performance autour de 7% en moyenne et ça c'est par an sur les 10 dernières années. Et c'est une entreprise qui correspond bien à un profil défensif. Ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement la marque de Swisscom, c'est aussi le fait qu'elle propose un produit ou un service qui est devenu indispensable dans la vie quotidienne moderne en Suisse. Et ça rend Swisscom très intéressant pour un investisseur qui veut un peu moins de volatilité, mais veut être bien exposé à l'économie suisse et la croissance qu'on a dans le pays. Troisième entreprise, et là on entre dans un univers que les gens consomment, mais vraiment sans savoir, et c'est l'assurance. Et là c'est encore plus profond que ça parce que c'est plutôt la réassurance. C'est Swiss Re qui est fondé en 1863 et c'est un des plus grands groupes de réassurance au monde. Et il y a grande chance que vous vous dites pourquoi il dit réassurance, c'est juste assurance. Non, la réassurance c'est différent et pour le dire simplement, c'est l'assurance des assureurs. Autrement dit, même si le grand public ne consomme pas directement la réassurance comme il consomme une tablette de chocolat ou un abonnement téléphonique, on bénéficie indirectement quand même de ce système dès qu'on va souscrire à une assurance, qu'il s'agisse d'une assurance habitation, automobile, professionnelle ou maladie en Suisse. Et dans un monde où les risques deviennent plus nombreux, plus coûteux et plus complexes, ce type d'entreprise prend de plus en plus d'importance. Au niveau des chiffres, Swiss Re est présente dans plus de 30 pays et fait partie des 2 à 3 plus grands acteurs de la réassurance mondialement, avec une part de marché autour de 10% du marché mondial de la réassurance, ce qui est quand même pas mal pour un secteur qui a beaucoup de concentration et beaucoup d'acteurs. En termes de performance, Swiss Re se situe en moyenne autour de 9% par an sur les 10 dernières années, mais avec une grande volatilité liée aux événements majeurs comme les catastrophes naturelles ou juste certains cycles assurantiels. Avec le changement climatique, la multiplication des catastrophes naturelles et l'augmentation de certains risques dans ce monde très instable qu'on trouve actuellement, ça renforce juste l'importance du secteur et l'activité d'une entreprise comme Swiss Re. Parce que quand les risques augmentent, les primes d'assurance augmentent aussi. Et quand l'incertitude augmente, la demande de couverture augmente encore plus. Et un autre point à considérer, c'est que les investisseurs et les particuliers comme nous se tournent de plus en plus vers des produits d'assurance et d'assurance vie dans beaucoup de contextes financiers. Donc, les assureurs ont besoin de plus en plus de protection contre ce risque de prendre plus de clients. Voilà, Swiss Re, notre troisième entreprise. Quatrième entreprise, ou plutôt banque, c'est UBS et on doit bien sûr aussi inclure maintenant Credit Suisse dans la banque d'UBS. Oui, on peut avoir un compte bancaire d'UBS, on peut même investir avec un compte UBS et on peut même investir dans un ETF d'UBS. Mais on peut même investir dans l'entreprise, la banque elle-même. Et bien sûr, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer que c'est une des plus grandes banques dans le monde et surtout en Suisse, le leader mondial de la gestion de fortune. Et depuis l'acquisition de Credit Suisse, et l'acquisition était à un très très bon prix, la banque est devenue sans doute leader en Suisse et encore plus leader dans le monde. Et petite anecdote aussi, moi-même, j'ai travaillé pour la banque sur l'acquisition à Zurich il y a quelques années. Mais en Suisse, la finance, ce n'est pas juste un secteur comme un autre. La finance fait partie de notre ADN, le secret bancaire, la banque privée, la gestion de fortune, la stabilité du système et la crédibilité internationale sont extrêmement importants pour le secteur financier en Suisse. Au niveau des chiffres d'UBS, UBS a plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et en termes de performance, oui, UBS a connu des années assez particulières avec l'intégration de Credit Suisse et l'incertitude qui est venue avec ça. Mais sur une vision plus long terme, la banque a une performance autour de 7% par an sur les 10 dernières années. Et je trouve que UBS, c'est un bon investissement, particulièrement pour un investisseur long terme, parce qu'on va toujours avoir besoin des banques. Et en plus, la création de richesses continue, le nombre de millionnaires progresse. En Suisse, une personne sur 7 sont millionnaires. Et j'ai une vidéo pour expliquer ce chiffre en détail sur ma chaîne YouTube. Mais les patrimoines croissants ont aussi besoin d'être plus structurés, investis, protégés, optimisés. Et UBS est positionné au cœur de cette dynamique. Donc si on va construire un portefeuille, UBS peut être une manière de s'exposer à la puissance de la gestion de fortune suisse et plus largement du secteur financier. Et aussi, on peut l'inclure d'une manière assez complémentaire à une société comme Swiss Re. Donc, on a vu 4 actions. Maintenant, la 5e entreprise sur ma liste, c'est Logitech. Et encore, il y a grande chance que vous connaissez
le logo, mais pas le nom. Et c'est un peu bizarre à le dire comme ça parce que le logo et le nom, mais je pense que c'est plutôt la police qui fait la différence, ou quand on le voit sur des produits, on se dit, ah oui, c'est ça Logitech, bien sûr. Mais voilà, vous avez probablement vu un de leurs produits chez vous ou dans votre bureau, un clavier, une souris, une webcam, un micro, une casque, ici par exemple. Et derrière tout ça, il y a Logitech. C'était fondé dans une ferme à côté de Lausanne en 1981. L'entreprise est devenue un leader mondial informatique. La marque est particulièrement forte dans l'univers du gaming avec les équipements pour aussi les créateurs de contenu et aussi bien sûr dans les bureaux où les claviers de meilleure qualité sont de Logitech. Et ça rend Logitech intéressant parce qu'ils ont ce positionnement sur plusieurs tendances à la fois. Le télétravail, la création de contenu, le gaming, les jeux vidéo. Et les consommateurs passent aujourd'hui toujours de plus en plus de temps comme nous sur nos écrans. Vous êtes sûrement en train de me regarder sur un écran et ça soutient la demande pour ce qu'on appelle des périphériques informatiques de qualité, donc les souris, les claviers, etc. Les souris et les claviers de Logitech sont présents dans plus de 100 pays dans le monde avec une forte croissance, surtout pendant le boom de télétravail. Et dans les catégories comme les souris et les claviers, Logitech a des parts de marché autour de 25%, donc c'est assez conséquent quand même. Sur une vision plus longue, l'action a une performance annualisée autour de 10% par an sur les 10 dernières années, mais aussi avec une volatilité un peu plus élevée que les entreprises plus défensives qu'on a vues dans cette liste, comme Lint par exemple. Mais c'est quand même une entreprise à considérer si on veut investir dans des périphériques, des produits informatiques pour être exposé à ce marché, mais peut-être indirectement avec une entreprise suisse quand même très très solide. Voilà, donc on a vu les 5 actions. J'ai d'autres listes d'actions sur ma chaîne YouTube si vous aimez ce genre de contenu, comme les 6 top actions en Suisse ou les 7 actions que vous connaissez probablement pas, mais qui méritent votre attention si vous êtes un investisseur en Suisse. Je vais vous recommander une vidéo en haut à gauche pour vous montrer un exemple. Je n'ai pas encore décidé laquelle, mais je vais la mettre en haut à gauche. Mais sinon, si vous êtes suisse ou si vous habitez en Suisse et que vous investissez, mon contenu sur ma chaîne YouTube est fait pour vous. Et si cette vidéo vous a plu, likez la vidéo et dites-moi en commentaire aussi si vous pensez que c'est une bonne idée d'investir dans des entreprises où vous utilisez leurs produits ou s'il y a trop de potentiel de biais. J'ai aussi fait une vidéo sur l'entreprise OnRunning ou OnHolding qui détient la marque OnRunning et peut-être qu'on peut être biaisé si on aime bien leurs chaussures ou même un de leurs plus gros investisseurs, Roger Federer. Donc n'hésitez pas aussi de regarder cette vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse. Sinon, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo financière.